الزول في اللون وغالا لما ضغوص بروفيسور سيد حدادي لكن ثوم ثانو ميزس هي التي تسوي نعد ثفاني ضغونا كان ذوق مضى لدغاد ثمنات نيان اللي كان دروس كزغام تشالت مسكين سنتوغا وكان نسقواس ما عندك نسقواس نبيت ذولتي ذس مثل ذا كان كني طغاض يغفلان يقلان من نوع يغسن يعني بيت ذوليني ذس نغالد غونسي وشو شكون خاطر إلا وينوث كتوليم أني منقار فرانسيس ليسكالاد دايتيلينا كا التيم غورن أوغير غير ماشي كان دروس الأوكران ماشا وهذا ما ظل هذا الدو ذي الجرانسن ذا شكل نوير ذا مسلاي كذا كم رشيد حداد ماينير الزلفلة. Azul, Azul à tous ceux qui nous écoutent. Donc voilà, nous allons organiser ce débat sous forme de questions dans un premier temps que je vais lui poser moi-même pour professeur Rachid Ben Haddadi. Ensuite, suivra un débat public pour ceux qui veulent savoir un peu plus de ce qui nous attend par rapport à ce conflit Russie-Ukraine, ou bien si on peut le dire, Russie autant par Ukraine interposée. Ma toute première question, Rachid, pour mettre la table, comme on dit. Commençons avec notre rencontre avec une question d'ordre général. Donc, les médias, les politiciens en Occident rendent la Russie totalement responsable de cette guerre, mettant même l'emphase sur ses ambitions impériales pour recréer la Grande Russie. Ma question, est-ce que vous partagez cette opinion? Bien. Donc, je vais essayer de m'en tenir juste aux faits. Et si on considère juste les faits, je pense que cette affirmation ne résiste pas à l'épreuve de ces faits. Euh, les faits sont les suivants. Si on regarde par exemple le président actuel de Russie, il a été élu en l'an 2000 et non 2022 quand la guerre est partie. Si on regarde la guerre du Donbass, elle a commencé en 2014. Et en 2014, l'Ukraine était très faible et elle était très instable. L'autre fait, c'est que les républiques sécessionnistes du Donbass, donc de Luhansk et de Donetsk, elles ont été autoproclamées en 2014, mais la Russie ne les a reconnues que 2 jours avant le début de la guerre, c'est-à-dire le 22 février. Et finalement, peut-être le fait le plus marquant, le plus significatif, on n'envahit pas un pays avec, certains disent 160 000, d'autres 185 000 hommes armés. Un pays aussi grand et un pays qui dispose d'une armée qui compte le double avant la conscription. Donc, euh, donc clairement, le côté impérialiste, je pense qu'il ne tient pas la route. Là, maintenant, si on regarde ce narratif-là d'impérialisme, il est véhiculé par qui? Ben, il est véhiculé au départ, il a été véhiculé par la Pologne et les 3 républiques baltes, puis il a été repris par, grosso modo, tout le monde en Occident. Moi, je comprends parfaitement la Pologne, hein, c'est un pays que je connais assez bien, et les pays baltes parce qu'ils ils ont connu le joug communiste et la domination russe. Et c'est dans leur cauchemar que ça se renouvelle. Par contre, je comprends moins l'Europe en général, je comprends encore moins l'Europe latine et le monde qui suit ces jusqu'au boutistes. Donc, je dirais que les responsabilités sont partagées pour cette guerre, mais personnellement, je ne mettrai pas la Russie en premier lieu. Ben, la question qui s'impose alors, qui est pour toi le premier responsable de cette guerre? Regarde, Rachid, si on considère par exemple le président actuel de l'Ukraine, Zelensky, Oui. il a été porté au pouvoir en avril 2019. Et si on regarde avril 2019, il a été élu essentiellement par l'ouest de l'Ukraine. L'Est a très peu voté et le Donbass n'a pas du tout voté. Et quand un président est élu, sa mission première, c'est d'abord de réconcilier tout le pays, on va dire l'Est avec l'Ouest. Et pour cela, il avait normalement un outil. L'outil, c'était les accords de Minsk, mais il les a totalement ignorés parce que très rapidement, il a montré qu'il était obnubilé par son euro-atlantisme, donc il voulait adhérer aussi bien à l'Union européenne qu'à l'OTAN. Et, et, je vais peut-être ajouter un élément de réflexion que j'ai jamais intégré avant la rencontre d'aujourd'hui,
c'est par rapport à l'élargissement de l'OTAN. Je me suis énormément documenté ces dernières semaines, on va dire, à ce sujet. L'essentiel de ma documentation provient du site web de l'OTAN lui-même. On peut aller les chercher, ces informations-là. Donc, si on regarde quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, on va dire en 1990, il y a eu d'abord un accord qui a été signé entre Gorbatchev et Kohl pour faire de sorte à ce que l'Allemagne réunifiée soit intégrée à l'OTAN. Parce que ce n'était pas évident et au départ, Gorbatchev avait résisté, mais il n'avait pas les armes pour résister, donc il a laissé faire. Si on regarde maintenant plus particulièrement les adhésions, elles ont commencé en 1997 et 3 pays, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie. Comme par hasard, les 3 pays où les Russes étaient intervenus, on se rappelle tous, la Tchécoslovaquie 1968, la Hongrie 54 et la Pologne plusieurs fois. Donc, c'était les premiers à être intégrés officiellement en 1999. Et 6 autres pays ont été intégrés en 2004, dont ceux, donc les pays baltiques et plus 4 autres. Il y a quand même un moment important au niveau de ces dates-là, c'est qu'en 2007 déjà, la Russie a déclaré que provoquer d'autres extensions de l'OTAN est une sérieuse provocation. Je dis ça parce que l'année d'après, il y a eu le fameux sommet de Bucarest de l'OTAN, où on a annoncé que l'Ukraine et la Géorgie deviendront à terme, c'est le mot qui a été utilisé, membres de l'OTAN. Et cette rencontre, elle a eu lieu au mois d'avril 2008, Bucarest. Et 4 mois plus tard, au mois d'août 2008, il y a eu la guerre en Géorgie, l'intervention de la Russie en Géorgie. Je ne sais pas à quel point vous avez de l'intérêt pour ça, mais moi, la Géorgie, c'est un dossier que je connais bien parce que j'ai été plusieurs fois. La capitale, c'est Tbilissi, hein, mais j'ai jamais été à Tbilissi, mais il y a une très très grande ville sur la mer Noire qui s'appelle Sukhumi, qui est vraiment un paradis sur terre. Et aujourd'hui, elle fait partie. Ils ne font plus partie, pardon, ils font partie de l'Abkhazie, qui était anciennement rattachée donc à la Géorgie, mais aujourd'hui, ils sont totalement détachés de la Géorgie. Donc, pour ne pas perdre notre fil conducteur, donc en 2014, je reviens à l'élargissement de l'OTAN. En 2014, donc, il y a eu la crise ukrainienne, et puis ça a entraîné automatiquement le gel de toutes les coopérations entre l'OTAN et la Russie. Et un moment clé, c'est mois de décembre là, de 2021, quelques mois avant le début de la guerre, la Russie a officiellement fait une demande à l'OTAN et aux États-Unis, leur demandant de renoncer à toute nouvelle adhésion. Et la réponse a été rien ne changera. Tout ça pour dire que j'ai toujours dit, et je l'assume encore aujourd'hui, que pour moi, le premier responsable de cette guerre, c'est incontestablement le président ukrainien. Mais en fait, en disant cela, je viens de faire le lien avec l'adhésion à l'OTAN. Et il y a un célèbre historien qui a dit une très, très célèbre phrase que le véritable responsable d'une guerre n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui la suscite. Alors, clairement, c'est un dossier où on voit que l'élargissement a été le facteur qui a entraîné la guerre dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Cette partie-là, je l'assume, hein, que dans ma réflexion à moi, elle est relativement nouvelle. Je l'ai intégrée ces dernières semaines, eu égard à ma dernière lecture. Ça n'a pas changé. C'est le premier responsable président ukrainien, mais l'OTAN qui est derrière. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Maintenant, Dr. Ben Haddadi, je vais revenir aux questions d'actualité pour ne pas dire ce qui s'est passé ces derniers mois par rapport à ce conflit-là. Donc, je vais commencer peut-être par la visite du président chinois en Russie. Ma question, comment qualifier cette visite? Est-ce que c'est une réussite ou un échec pour la Russie? Je vais possiblement répondre globalement parce que c'est un fait, évidemment, cette visite, mais si on considère le boycott là, de la Russie, donc les sanctions, elles n'ont pas réussi. Donc les sanctions, ça a été une bataille perdue par l'Occident. Et si on regarde la raison ou l'une des raisons fondamentales qui font que les sanctions n'ont pas fonctionné,
c'est parce que la Russie a trouvé d'autres débouchés. Et ces débouchés, c'est essentiellement les pays du BRICS. Juste des fois, moi, il y a toujours les chiffres là qui me font réfléchir. Si on regarde juste pour 2022, la Russie a exporté pour 384 milliards d'hydrocarbures. Son commerce avec la Chine, alors, il a augmenté de 40 à 45 pas loin de 190 milliards de dollars. L'excédent commercial de la Russie, là, il a battu le record de tous les temps, là, plus de 100 milliards de dollars. Un nouveau méga projet gazier de 50 milliards de mètres cubes qui a vu le jour, même si le contrat n'a pas encore été signé. Mais pas juste avec la Russie. Prenez l'Inde. L'Inde, cette année, ils ont multiplié par 25 Mhm. la quantité de pétrole qu'ils ramènent de Russie. C'est 1,5 million de barils par jour que l'Inde importe. Autre chose aussi, peut-être que les gens connaissent un peu moins. Moi, je m'intéresse depuis longtemps et je m'intéresse encore plus ces dernières semaines parce que j'ai l'intention de publier quelque chose à ce propos. C'est le nucléaire civil. Si on regarde 2021, donc avant le début de la guerre, à travers le monde entier, il n'y a eu que 10 nouvelles centrales qui ont été lancées, les projets de 10 centrales concrètement lancés. Sur ces 10 centrales, 4 sont en Chine. Sur les 4 qui sont en Chine, 2 sont bâties par les Russes. L'Inde a lancé 2 nouvelles centrales. C'est les Russes également qui les ont bâties. La Turquie a lancé sa 3e centrale bâtie par les Russes. Donc, ce que les Russes exportent, ce n'est pas juste des matières premières. C'est sûr que les matières premières sont, sont au fondement de leurs exportations, mais vous avez aussi le côté technologique, on a aussi le côté armement. 60 milliards de dollars d'armes vendues. Et les 2 premiers clients, je pense qu'on a fait une rencontre sur ça la dernière fois, Rachid, les 2 premiers clients de l'armement russe, ce sont l'Inde et la Chine. Alors moi, aujourd'hui, quand on me dit la Chine va aider la Russie au niveau des armements, moi, je ne me pose même pas la question. La Russie n'a pas besoin d'être aidée par la Chine du point de vue armement. Elle a besoin d'être aidée en termes de débouchés. Et ça, les chiffres ne montent pas. On voit clairement que les pays du BRICS, et pas uniquement la Chine, sont clairement positionnés pour soutenir directement ou indirectement donc l'effort russe. Alors, c'est clair que les Chinois, ils sont très, très conscients qu'ils ont une carte à jouer à ce niveau-là. Et j'ai trouvé quelque part une phrase, il faudrait que je vous la lise, d'un dirigeant chinois qui a dit que leur alliance, c'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui dit, l'alliance stratégique avec la Chine, elle n'est dirigée contre personne, mais elle n'est pas soumise à l'opinion d'une autre personne extérieure. C'est-à-dire qu'ils vont faire affaire avec les Russes comme ils jugent pour le mieux. Donc, je pense que ça veut tout dire. Tout le reste, ce n'est que causerie. Le fait est là. La Chine, clairement, est en train d'aider la Russie dans son effort, ne serait-ce qu'à travers les débouchés économiques qu'elle lui offre. Merci, Rachid. Toujours question d'actualité. La Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. C'est quoi votre appréciation de ce mandat? Alors, 3 incohérences. Il y a 2 incohérences, je les ai relevées et j'ai publié au début de cette semaine un article dans ADN Med où je montre justement le double standard au sein du tribunal pénal international ou cour pénale internationale. Ce que ça intéresse, vous pouvez aller chercher là-bas les arguments plus détaillés, mais je vais vous livrer en vrac les arguments massus qui font que ce mandat-là n'a pas sa raison d'être. D'abord, il faut savoir que la Cour pénale internationale n'a pas compétence pour les crimes internationaux qui sont commis dans des territoires de pays qui ne sont pas membres. Il y a 123 pays qui sont membres et ni l'Ukraine ni la Russie ne sont membres de cette Cour pénale internationale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ben, il y a un subterfuge qui a été trouvé, une entourloupette basée, stratagème, basée sur des déclarations de l'Ukraine pour autoriser son intervention. Donc, première incohérence. Deuxième incohérence, encore plus flagrante, c'est la célérité avec laquelle ils ont délivré le mandat d'arrêt. En fait, cette rapidité-là extrême de cette cour pénale, c'est parce qu'il fallait répondre à une commande d'Ardar. Hein. D'Ardar, ça veut dire vite, vite, qui tient compte des agendas politiques. Donc, clairement, ça enlève tout crédit à ce mandat-là. Puis, dernier argument, lui n'est pas dans mon article parce que ça vient de sortir, c'est cette semaine, c'est l'ONU. L'ONU vient d'accuser vendredi passé, pas celui-là, mais celui d'avant, ils ont accusé les forces ukrainiennes et russes d'avoir commis des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers et d'avoir fait subir des mauvais traitements à d'autres prisonniers. L'accusation porte aussi bien pour les Russes que pour les Ukrainiens. Alors, c'est clairement un discrédit pour cette Cour pénale internationale qui, aujourd'hui, on le voit bien, elle est inféodée à l'Occident et le noble mandat, justement, de cette Cour-là se trouve malheureusement détourné parce que c'est le double standard qui est appliqué quasi régulièrement. Merci pour ces éclaircissements, Dr. Haddadi. Toujours question d'actualité. Récemment, les Russes ont abattu un drone américain du côté de la Crimée et le monde a alors retenu son souffle, craignant une escalade. Ma question, qu'est-ce qui justifie cette extrême retenue de la part de l'autre, de part et d'autre, je voulais dire. Euh, D'abord, il faut rappeler que les États-Unis, donc l'armée américaine, a diffusé des images de cette interception-là autour de la mer Noire par l'armée russe. Donc, ils ont montré même un chasseur russe qui asperge de carburant l'aéronef US. Et ces images ont été reprises par les chaînes du monde entier. Puis on a eu juste après ça ce que certains appellent une course contre la montre pour récupérer l'épave. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui l'a récupéré, mais toujours est-il que on n'a pas monté en grand cette affaire parce que il y a une retenue extrême, aussi bien des États-Unis que de la Russie dans ce dossier. Et c'est clair que pour moi, c'est un signe d'intelligence de la part des deux parce que les deux pays recèlent suffisamment d'armes pour s'exterminer totalement l'un et l'autre. Alors clairement, ça ne va pas dans le sens de l'intelligence si jamais pour cette affaire de drone, ils auraient poussé encore plus les bouchons, comme on dit. Donc clairement, il y a une retenue et elle mérite d'être mise en exergue et d'être. C'est un signe d'intelligence clairement pour moi qu'ils sont passés à autre chose. Et je suis sûr que c'est pas le premier incident. C'est peut-être le premier incident qui est rapporté en détail en plus, mais je pense que ce n'est pas le premier incident. Merci. Toujours des questions d'actualité de ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment la semaine passée. Le directeur de l'Agence internationale d'énergie atomique s'est rendu à nouveau à Zaporizhzhia, où se trouve la plus grande centrale nucléaire en Europe que les Russes occupent. Ma question, c'est quoi votre évaluation par rapport à cette visite? D'abord, il faut souligner que ce n'est pas la première, c'est la deuxième. La dernière fois, je pense qu'ils OK. ont été autour de septembre. Et, et cette deuxième visite, l'idée, c'est de créer une zone démilitarisée autour du site où est-ce que se trouve cette centrale avec six réacteurs. Clairement, il y a une évolution dans ce dossier-là parce que cette agence-là, Agence internationale de l'énergie atomique, dans un premier temps, elle a tout simplement demandé aux Russes de se retirer, ce qui est quand même un parti pris de la part de cette agence-là parce que normalement, elle n'est pas dans son rôle de demander aux Russes de se retirer là. Puis là, ils sont en train d'arrondir un peu les angles. C'est positif s'ils arrivent à trouver un compromis pour sécuriser cette centrale-là, parce que pire des choses aussi qui puissent arriver, c'est un accident nucléaire. Et, et, et tout à l'heure, je disais, moi, je suis là pour les arguments. Et question d'arguments,
il serait peut-être pertinent de rappeler que nos médias ne mentionnent jamais qui est-ce qui bombarde la centrale. Alors, si on sait que c'est les Russes qui l'occupent, j'imagine que ce n'est pas les Russes qui la bombardent. Hein. C'est comme Nord Stream. Hein. Si ça appartient aux Russes, ce n'est pas aux Russes de détruire Nord Stream. Première constatation. Alors, l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, elle aussi, elle ne dit pas c'est qui bombarde. Vous me direz, ben, c'est normal, elle est dans son rôle. Sauf que si on revient au mois d'août passé, quand les pourparlers dans le dossier iranien ont beaucoup progressé, je parle du début août 2022, hein, et que l'Iran allait peut-être signer un nouvel accord, c'est que cette agence-là, elle s'est prononcée pour dire que on ne garantit pas que le programme iranien est nucléaire. Là où n'est pas pardon, on ne garantit pas que le programme nucléaire iranien n'est pas civil. Ça veut dire qu'ils peuvent soupçonner qu'il est militaire, mais ils n'avaient pas de preuves. Là, l'agence s'est commis. Dans le dossier sur l'Ukraine, elle ne veut pas se commettre. Ça a attiré mon attention parce que le président ou le directeur de cette agence-là, euh, il vient de recevoir son deuxième mandat. J'imagine que s'il arrive à trouver une solution à cette centrale-là, ce serait somme toute positif. Mais il faudra aussi qu'il veille à respecter le mandat de cette agence-là, qui est de ne pas s'immiscer, qui est de faire de sorte à ce que cette centrale soit protégée, mais pas de s'immiscer dans le côté politique. Et parlons côté politique, je vais probablement vous donner un scoop que vous avez zéro chance d'avoir. Moi, je lis un journal en ligne, vous pouvez le faire aussi. Il s'appelle Kiev Independent. Comme son nom l'indique, c'est un journal de Kiev. Ce que je vais vous relater, là, ça s'est passé, on va dire, une dizaine de semaines en arrière. Je n'ai pas en tête la date. Et qu'est-ce que Kiev Indépendante nous a appris? Ben, il nous a appris que le président Zelensky a signé un décret pour enlever la nationalité ukrainienne au directeur de la centrale de Zaporozhye parce qu'il collabore avec les Russes. Sauf que ce n'est pas juste le directeur qui collabore, c'est l'ensemble du personnel technique qui travaille là-bas. Et là, il n'y a aucune information. Je suis sûr que ceux qui vont écouter, par exemple, cette rencontre-là, ils vont découvrir, mais comment que ça se fait? Ben, tout simplement, ça montre que de ce côté-là de l'Ukraine de l'Est, qui est russophone, russophile, une bonne partie de la population a de la sympathie pour les Russes. Je ne sais pas quelle proportion, je ne connais pas Zaporozhye, moi je connais plus le Donbass, mais j'imagine qu'ils sont juste à côté du Donbass et c'est la même origine de la population. Donc moi, ce qui m'interpelle encore une fois, c'est notre monde occidental où cette information a été totalement évacuée, on n'a jamais parlé de ça. Ça a pris un journal en ligne là, de l'Ukraine pour en parler. Justement, dans votre réponse, Dr. Ben Haddadi, vous avez donc mentionné le Nord Stream et je rappelle que vous avez fait une émission sur TQ5 consacrée au gaz et la guerre en Ukraine. C'est là où vous avez parlé de ce Nord Stream. Et justement, il y a du nouveau puisqu'on dit maintenant que ce sont les forces ukrainiennes qui sont derrière le sabotage. Ma question, est-ce que vous partagez cette opinion? Euh, j'ai été chercher, c'est le New York Times qui est le premier à en a parlé. Il s'est basé sur des rapports d'agences d'information secrètes, comme quoi c'est un groupe pro-ukrainien qui est à l'origine du sabotage de Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. En fait, le fait que ce sabotage, il requiert aussi bien de l'expertise que des moyens matériels et des moyens humains, bien sûr, que, à ma connaissance, l'Ukraine ne possède pas ou ne possède pas encore seule ou ne possède pas seule. Donc, tout ça pour dire, je pense que l'information n'est pas aussi crédible que ça, que c'est une diversion. Euh, En fait, il y a trois informations qui ne tiennent pas la route. La première, c'est celle où on accuse les Russes que c'est eux qui ont détruit Nord Stream, que eux-mêmes, au lieu de fermer le robinet, ils ont décidé de fermer et se sont tirés dans les pieds. Ça, je l'ai rejeté totalement dès la première semaine.
La deuxième, c'est les enquêtes. Trois pays ont mené des enquêtes indépendantes, la Suède, le Danemark et les Allemands. Tous sont arrivés à la même conclusion que c'était un acte terroriste. Ça n'a aucun bon sens. Ça, on le sait que c'est un acte terroriste, c'est un acte de guerre même. Mais on n'est pas plus informé que ça. Et là, maintenant, on vient de nous faire sortir un autre lapin pour dire que c'est des groupes pro-Ukraine. Ça ne tient pas la route. Moi, je pense que l'étau est en train de se resserrer autour des anglo-saxons. Surtout à la lumière des révélations du journaliste américain Seymour. Hein. Lui, il est très crédible, Seymour. Justement, peut-être l'un des journalistes les plus crédibles, c'est lui qui a mis en évidence les crimes à Ghraib, les crimes en 1968 ou 69 au Vietnam, Miley. Et aujourd'hui, on nous dit que le gars, il a aujourd'hui 86 ans, n'est plus crédible. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus crédible et c'est la thèse la plus crédible. Mais au jour d'aujourd'hui, les Russes accusent les British et Seymour lui dit que c'est vraiment la US Navy qui a fait ça. Mais l'étau autour du couple anglo-saxon se resserre, me semble-t-il. Il me reste la dernière question par rapport à l'actualité de ces derniers temps. C'est la Grande-Bretagne qui s'apprête à livrer à l'Ukraine des obus à uranium appauvri. Ma question, pouvez-vous nous dire de façon simple, c'est quoi l'impact et l'intérêt justement? Euh, Probablement la majorité des gens qui vont nous écouter ou qui nous écoutent, ils connaissent ce que c'est que l'uranium enrichi. On enrichit l'uranium jusqu'à 3,67%, on dit, pour son utilisation des centrales nucléaires et on l'enrichit jusqu'à à plus de 80%, on va dire 90% pour les armes nucléaires. Alors, c'est quoi l'uranium appauvri? Ben, c'est la même opération, mais en inverse. Donc, on va le débarrasser d'une grande partie de sa matière radioactive. Pas de la totalité, il reste toujours des peanuts comme on dit, mais on va, on va enlever une grande partie. Alors, moi, quand j'ai vu cette information, j'ai été regarder qu'est-ce qu'il a de particulier. Et encore une fois, c'est les chiffres qui parlent. Qu'est-ce qu'il a de particulier? L'uranium, c'est un métal dont la masse volumique est très élevée. C'est 19 grammes par centimètre cube au lieu de 11 pour le plomb. Donc, c'est sûr qu'il rend les armes plus puissantes, il est plus dense. Mais on craint que ces armes ne constituent une menace pour les personnes qui vivent dans les zones où elles seront utilisées. Ce n'est pas une arme interdite par les lois internationales au jour d'aujourd'hui, mais c'est clairement une aubaine pour la Russie pour réintroduire le volet nucléaire dans les discussions sur la guerre actuelle. Dr. Belhadadi, je ne termine pas notre rencontre sans poser la question, peut-être probablement laquelle tout le monde s'attend, et la plus importante et qui justifie à elle seule notre émission d'aujourd'hui. Ma question, quels sont d'après vous les scénarios probables à l'issue de cette guerre? Ben, malheureusement, je ne vois pas de bonnes nouvelles parce que je ne vois pas de fin à cette guerre. Je vois même un stade de non-retour. On fait plus que s'approcher aujourd'hui. Et la dernière fois qu'on a fait une émission, je t'ai fait part de mes certitudes qui sont encore là. Il y en a d'autres qui sont apparues. Une certitude, elle est claire, c'est le démembrement inéluctable de l'Ukraine. Il est impossible pour les habitants du Donbass de revenir dans le giron de Kiev, les connaissant plutôt mourir que de revenir sous souveraineté ukrainienne, ça clairement. Je ne dis pas la même chose pour Kherson et Zaporozhye parce que je ne connais pas. Par contre, je maintiens que le divorce de l'Ukraine avec le Donbass, il est consommé, totalement consommé. Euh, Autre certitude, cette guerre, elle était régionale. Je ne la qualifierai plus de régionale. On voit aujourd'hui, chaque jour un peu plus, qu'elle est devenue une guerre entre l'Occident et la Russie. Bien plus que ça, on est au seuil de perdre le contrôle de cette guerre. Donc, ça peut être une guerre nucléaire, comme ça peut être une troisième guerre mondiale. Donc, ce que je vais essayer de faire, Rachid, c'est, au-delà de répondre à ta question, je vais répondre à Oui, ta question. oui, oui, oui. Essayez d'abord de vous délivrer une vision globale dans ce conflit-là
qui n'a pas encore révélé l'ensemble de ses secrets. Et en y réfléchissant, ben, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas 36 scénarios. Il n'y en a que 3. Et pas besoin de sortir d'une école de guerre pour comprendre ce qui va suivre. Il ne peut y avoir que 3 scénarios, appelons-les ABC. Et honnêtement, personnellement, je ne suis pas capable de vous dire dans quel ordre ils le sont. Ben, je vais laisser le soin tout un chacun de le mettre dans l'ordre qu'il pense qui leur sied le mieux. Moi, je suis ici pour livrer davantage les arguments. Commençons avec scénario, appelons-le A. C'est l'effondrement total de l'armée ukrainienne. C'est un scénario plausible. Parce que la guerre, si on regarde depuis plusieurs mois maintenant, c'est une guerre d'attrition. Donc, l'attrition, ben, c'est une démarche, c'est une stratégie au cours de laquelle cette stratégie-là consiste à user les forces et les réserves ennemies. Et c'est ce que font quotidiennement les Russes vis-à-vis des Ukrainiens depuis plusieurs mois. C'est clair que nos médias ils ne nous donnent jamais les pertes russes, pardon, les pertes ukrainiennes, ils nous donnent juste les pertes russes. Mais moi, je n'oserais pas les évaluer, n'ayant pas l'expertise pour ça, et je me demande s'il y en a qui ont de l'expertise pour ça. Par contre, on va dire qu'elles elles sont du même ordre que les pertes russes. On sait que c'est un secret bien gardé, sauf que le secret qui ne peut pas être gardé, on est dans un rapport de population de 40 à 140. Donc, clairement, que le cas de l'effondrement de l'Ukraine est un scénario à considérer, et on ne le considère pas en Occident, parce que ça équivaut à une humiliation totale de l'Occident, avec des conséquences inacceptables pour ce même Occident dont on fait partie. Alors, la question maintenant, que se passera-t-il alors si l'Ukraine s'effondre? Je n'ai pas la boule de cristal, mais je peux peut-être pointer une avenue. Je vois un pays que je connais, la Pologne. J'ai été plusieurs fois en Pologne. Je connais des dizaines de Polonais qui ont fait leurs études avec moi. Et, et, et les sentiments des Polonais envers les Russes, je ne vous parle pas maintenant, je vous parle et maintenant et les années où moi j'étais étudiant. C'est pas juste du sentiment, c'est pas juste de l'animosité. J'hésite entre hostilité et la haine. Et on sait aujourd'hui qu'il y a au moins plusieurs centaines de Polonais qui combattent en Ukraine et des milliers qui sont disposés à le faire. L'armée polonaise va le faire si jamais elle reçoit le feu vert de l'OTAN, c'est-à-dire le feu vert des États-Unis. Alors, si ça arrive, et moi je le vois arriver dans le cadre de l'effondrement de l'Ukraine, la Pologne devient belligérant, déclaré. Et si de nouveau les Russes les battent, et ça ne va pas être la première fois parce qu'ils se sont fait battre plusieurs fois dans leur histoire par les Russes, si les Russes les battent de nouveau, ben, l'OTAN va invoquer l'article 5. Hein, l'article 5, c'est très connu. Si jamais il y a une attaque contre un membre de l'OTAN, c'est tous les pays de l'OTAN qui vont venir à son secours. Donc, l'OTAN, l'Occident, dans son intégralité, va intervenir. Je ne sais pas, est-ce qu'il va intervenir avec des hommes sur place, des livraisons d'armes encore plus accentuées ou des armes nucléaires tactiques? La doctrine occidentale prévoit ça. Et cela risque de dégénérer totalement, car les Russes vont répondre avec des armes nucléaires tactiques. Et pas que tactiques. C'est ça peut-être que les gens ignorent, parce que dans un conflit conventionnel avec tactique, l'usage en Europe, il peut faire rêver beaucoup de faucons en Amérique et en Europe, mais je penserais que c'est des gens qui ne regardent pas très bien le dossier parce que la Russie ne va pas se contenter d'un grand conflit en Europe purement tactique. Si ça se corse, surtout en termes de dégâts, ben, il va y avoir les armes stratégiques que les Russes vont utiliser de façon inéluctable. Ça, les militaires le savent. Hein. Des rares fois quand vous avez accès à de l'information aussi des militaires, ils le savent que si ça dégénère totalement, ce ne seront pas juste les armes tactiques qui vont être là, mais les armes stratégiques également. Tout ça, c'est le scénario à effondrement de l'Ukraine.
Scénario suivant, appelons-le scénario B. Donc, scénario B, grosso modo, c'est un statu quo à l'échelle macro, mais avec des ajustements possibles. Les ajustements, des événements que certains vont peut-être dire majeurs, mais qui, par rapport à ce scénario-là, ne sont pas majeurs. Exemple, l'Ukraine qui reprend une partie du sud. Je parle en particulier de Militopol, que les Ukrainiens peuvent reprendre. Euh, autre chose qui peut se passer, les Russes qui percent le verrou de Bakhmut et Advika. Bakhmut, s'ils la conquièrent, c'est sûr que les Russes vont libérer, en guillemets, le mot libérer, les deux dernières villes du Donbass qui sont encore aux mains de Kiev, c'est-à-dire Slaviansk et Kramatorsk. Et Advivka, pour les Russes, c'est fondamental parce que c'est juste à côté de la ville de Donetsk, de l'aéroport de Donetsk que je connais bien. Et je pense que s'ils arrivent à faire sauter ces deux verrous-là, à ma connaissance, les Russes, ils vont pas aller plus loin. Donc, on va se retrouver avec un statu quo de ni guerre, ni paix, une armistice. Hein. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec ce terme d'armistice, mais l'armistice, c'est un accord entre les pays donc, qui sont en guerre pour arrêter les combats, mais sans signature de traité de paix. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui en Corée. Donc, si cela arrive, l'Ukraine va se trouver avec pas loin, ou peut-être même un peu plus, de 20% de son territoire qu'elle aurait perdu. Et surtout, on va se retrouver avec un avenir plus qu'envenimé, source de nouvelles confrontations à venir, des instabilités, des peurs réciproques. C'est le retour à la guerre froide. Hein. Je ne sais pas à quel point les gens sont familiers avec ça, mais moi, c'est quelque chose que j'ai connu de l'intérieur, les années 70, quand il y avait la guerre froide entre le monde occidental et l'ex-Union soviétique. Moi, j'étais en Ukraine à cette période-là et je sais ce que c'est que la guerre froide et il n'est vraiment pas souhaitable qu'elle revienne encore de nouveau sous une autre forme. Alors, voilà pour mon scénario B. Je vais être très court, Rachid, pour le scénario C. Ouais. Le scénario C, c'est l'opposé, si tu veux, de B. C'est l'armée russe qui est battue, pas de B, mais de A. C'est l'armée russe qui est battue en Ukraine. Si les Russes perdent, et c'est loin d'être exclu, que va-t-il se passer? Tu te rappelles, Rachid, c'est pas une notion, la dernière fois, je vous ai relaté c'est quoi la doctrine nucléaire russe. Oui. Et il y a un mot là que les gens pourront peut-être comprendre, c'est escalade pour une désescalade. Donc, c'est quoi l'escalade pour une désescalade? Ils vont être les premiers à utiliser une arme nucléaire tactique pour acquérir le dessus sur l'Occident. Et nos médias occidentaux, je pense que quand ils disent que la Russie est en train de bluffer et de faire chanter le restant du monde, et qu'elle n'utilisera jamais ces armes-là, je les invite à aller lire un document officiel hein, de la Russie qui a été sorti il y a, je pense, en l'an 2000, en 1980, en 2019 ou en 2020, je ne me rappelle plus, mais avant la guerre, où il relate justement cette doctrine-là. Et, et pour dire que les Russes, ils bluffent, je pense que il faut être d'abord ne pas connaître les Russes et être dépourvu de toute vision stratégique pour oser une telle affirmation. Moi, je pense même que plus la Russie est acculée, donc plus on va s'approcher d'une guerre nucléaire tactique d'abord et possiblement stratégique après. L'erreur à ne vraiment pas commettre est de ne pas croire les Russes quand ils parlent de guerre existentielle. Ils le répètent à plusieurs fois que pour eux, cette guerre, c'est une guerre existentielle. Et le fait qu'ils parlent de guerre existentielle implique que si nous refutons cet argument, nous, c'est l'Ouest, on ne résoudra pas le problème et ce sera l'engrenage. Euh, en Occident, on dit que si les Russes utilisent le nucléaire tactique, on fera de même. Et ça va être notre engrenage, parce que le stratégie qui va suivre juste après, euh, advenant le cas, ce que bien sûr n'est pas souhaitable, clairement, l'Occident ne va pas juste détruire Belgorod, hein, qui est à la frontière, mais
Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres villes vont être détruites, clairement. Mais on doit avoir à l'esprit que la Russie, c'est quand même 17 millions de kilomètres carrés et 11 fuseaux horaires. Ils ont disséminé leurs armes stratégiques à travers tout le pays. Et ma conviction à moi, et je l'assume, est que la Russie ne va pas juste bombarder Berlin, Paris, Londres, mais que New York, Washington, Los Angeles ne seront pas épargnés. Il n'y a pas de raison parce que ce que je décris, c'est de l'apocalypse, mais malheureusement, ça peut être réel. Et les militaires le savent, les politiques peut-être moins, mais c'est un scénario et comme on peut le voir, les trois scénarios, il n'y a aucun qui est bon. Bien plus, je vous ai dit tout à l'heure, hein, mettez C à la place de B ou B à la place de A, c'est la même chose. Mais deux scénarios sur trois impliquent une guerre nucléaire, ce qui est de très très mauvais augure. Alors, je finis avec ça. Là, le, nos médias mettent toujours en exerce la résilience extraordinaire du peuple ukrainien. Et j'ai dit à quel point personnellement j'adhère à ça et j'approuve ça. Je connais les Ukrainiens, mais les Russes sont tout aussi résilients et je dirais même plus, les Russes et les Ukrainiens, ils ont les mêmes défauts et les mêmes qualités. Et ils sont peut-être plus frères, mais probablement ils sont encore cousins. Et ça va être du bis repetita. La résilience russe sera là si jamais il n'y a pas de solution qui est trouvée. Merci, docteur Ben Haddadi. Donc, voilà, il nous a donné des éclaircissements par rapport au dernier développement, par rapport à ce conflit russe et OTAN via Ukraine ou Ukraine interposée. Donc, je laisse le débat s'ouvrir pour ceux qui veulent poser des questions, mais j'ai aussi quelques-uns qui ont posé en ligne des questions et malheureusement, beaucoup de questions ont été déjà, Dr. Ben Haddadi, il a répondu aux questions, mais toutefois, il y a d'autres questions qui ont été posées. Je vais les poser après avoir, si parmi vous, parmi ceux qui sont, parce que je vois que des gens sont rentrés, sont partis, reviennent, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au développement de Ben Haddadi parmi les présents? Celui qui veut poser la question, il n'est pas obligé d'apparaître s'il le souhaite. Voilà, je vais attendre s'il y a ceux qui veulent poser des questions parmi vous. Peut-être pour laisser le temps aux uns aux autres de poser leurs questions. J'ai une question qui a été posée par quelqu'un qui a dit, Ben Haddadi, est-ce que ça fait longtemps que la tension a été aussi si vif entre l'Occident et la Russie, notamment depuis la crise de Cuba en 62. Et celui qui pose la question, il dit on n'a jamais vécu peut-être une tension aussi vive que ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez confirmer ça ou pas? Euh, je ne me rappelle pas malheureusement de la crise de Cuba, j'étais trop jeune à l'époque, Ouais. mais clairement, nous vivons un moment que l'histoire ne connaît pas à ma connaissance, parce que moi je considère que l'Occident, tout comme la Russie, ils sont désormais prisonniers de leur narratif de victoire, même s'ils n'ont pas défini ce que c'est qu'une victoire. Est-ce que le statu quo actuel est une victoire pour les uns et pour les autres, je ne sais pas, mais ça a l'air que c'est non. Et pour les uns et pour les autres, la preuve, la guerre, elle continue. Moi, je pense qu'on n'est pas suffisamment conscient des implications de ce que veut dire pour les Russes quand ils disent c'est une guerre existentielle. Mhm. Quand ils disent c'est une guerre existentielle, ça veut dire tout simplement que dans le pire des cas, quitte à mettre un terme à toute vie sur Terre, ils iront jusque-là. Malheureusement, j'ajouterais. Mais c'est un fait, c'est une réalité. L'autre réalité aussi est qu'aujourd'hui, on le sait de plus en plus, que l'OTAN se rapproche de plus en plus de la Russie. Ça, on dira, on ne fera jamais accepter à n'importe qui qu'il se rapproche de la Russie dans un but on va dire, très pacifique, particulièrement pacifique. Donc, clairement, le monde occidental ne réalise pas ce côté-là. Et moi, je pense à ce paramètre-là. Quand vous avez invoqué Cuba, il y avait quand même deux présidents qui étaient conscients
qui pouvaient se faire très très mal les uns aux autres avec leurs armes intercontinentales qui existaient déjà à l'époque. Donc ils ont trouvé une solution. Donc le président Khrushchev et le président Attends, je vais mettre, s'il vous plaît, mettez en mute votre. Attends, je vais le mettre moi-même, malheureusement. Voilà, c'est fait. Vas-y. donc, je disais, l'analogie avec Cuba, elle est là, mais la différence, c'est qu'à l'époque de Cuba, il y avait deux grands présidents qui ont pu se parler et trouver une solution. Aujourd'hui, il y a plus de canaux. Il y a peut-être un dernier canal, il est militaire hein, entre les Russes et les Américains, mais les présidents ne se parlent plus. Quand un président dit d'un autre qu'il va le déférer devant le tribunal pénal international, qu'il a toute sa place là-bas, ben, de toute façon, il l'a fait avant. Ça veut dire qu'il a coupé tous les ponts avec lui. C'est pour ça que je suis très, très pessimiste concernant le développement de cette guerre-là. Il n'y a plus aucun canal et ça peut aller du mal au pire, malheureusement. Merci. Donc, j'attends toujours ceux qui veulent parmi les présents sur cette plateforme de poser leurs questions. Donc, voilà, j'attends si vous voulez poser des questions. Sinon, Ben Haddadi, en attendant, il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport à l'OTAN. Même si peut-être partiellement vous avez répondu, et la question est la suivante. L'OTAN a-t-il joué un rôle dans son conflit? Certes, les médias occidentaux blâment la Russie à 100%, mais certains reconnaissent quand même, admettent qu'il y a une partie de responsabilité dans ce conflit revient aussi à l'OTAN. Ils ont rappelé même l'histoire de la réunification de l'Allemagne où les négociateurs allemands et le secrétaire général de l'OTAN avaient pris l'engagement, selon les Russes, qu'il y aurait des enregistrements par rapport, ou des traces par rapport à ces engagements. Vous confirmez ça? Donc, Dans ma présentation, juste avec une phrase, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas le nombre de rencontres qu'on a fait à Rachid, mais je sais qu'il y en on a a eu fait beaucoup. beaucoup. Oui, Je oui. n'ai jamais abordé ce côté-là. Ouais. Et l'intervention de l'OTAN, c'est la première fois que j'en parle. J'en parle parce que je suis désormais confortable. J'ai énormément lu. Et quand je dis j'ai énormément lu, c'est pas juste Wikipédia. Il faut lire peut-être Wikipédia, mais on ne peut pas se contenter de Wikipédia. Dans le cadre de l'OTAN, vous allez sur leur site officiel, il y a une masse d'informations très pertinentes à prendre en considération. Tout à l'heure, je vous ai dit, en 2008, en 2008, ils avaient déjà décidé qu'à terme, c'est le mot qu'ils ont utilisé, ils vont intégrer l'Ukraine et la Géorgie. Le 4 avril 2008, la rencontre de Bucarest. 4 mois plus tard, la guerre a eu lieu en Géorgie et on sait très bien que les Russes, ils y sont pour quelque chose, c'est du moins mon opinion, dans cette guerre-là parce qu'ils ne voulaient pas de l'OTAN dans la mer Noire. Je viens de vous dire que la Géorgie, elle a accès à la mer Noire. Imaginez une base de l'OTAN en face de Sébastopol, qui est la plus grande base de sous-marins des Russes. Jamais ils n'auraient accepté ça et jamais ils vont l'accepter dans le futur, à moins que le pays disparaisse. Donc, clairement, l'OTAN a joué un rôle de premier plan et je vous ai illustré aussi la phrase hein, d'un célèbre. Il est écrivain aussi, écrivain journaliste, celui qui a dit que le premier responsable de la guerre, c'est pas celui qui la déclenche, mais celui qui la suscite. Je pense que ça a du bon sens. Et si vous allez sur l'Internet, vous allez dire que c'est une citation que colportent ceux qui sont pro-Poutine. Moi, j'ai jamais été pro-Poutine, mais j'assume qu'elle a du bon sens et l'OTAN a suscité cette guerre, clairement suscité cette guerre. Du moins, ils étaient conscients que ça pouvait déboucher à l'impasse actuelle. Euh, Je pense, merci Ben Haddadi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, quoi qu'il y ait des gens qui ont posé des questions aussi, qui sont souvent, il y a eu des réponses par rapport à ces questions. Donc, je laisse peut-être un peu de temps pour les uns ou les autres de poser leurs questions, même encore une fois via chat. Sinon, ou ce qu'on appelle en français le bavardage, Zoom. Donc, sinon, il y a quelqu'un qui a posé, je termine avec celle-là parce qu'on ne doit pas dépasser le temps imparti, c'est 1 heure, pas plus. Donc, ma question, enfin, c'est pas moi, quelqu'un qui a posé la question par rapport à Poutine. Il dit, est-ce que Poutine ne joue pas par hasard sa carrière, en ce sens que si l'Ukraine devient un bombier, il risque d'en payer le prix
et comme quoi il y a une possibilité que ses collègues le mettent à la retraite ou carrément le renverser. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, Rachid? Juste une ou deux phrases. Je ne sais pas si cette personne a écouté ma présentation, mais vous avez une bonne partie de la réponse dans la présentation que je viens de faire en répondant aux questions qui m'ont été posées. Moi, par contre, je peux vous dire une chose. Je ne prononce jamais le nom du président russe parce que je dis toujours le président de la Russie, juste parce que ce n'est pas une affaire de Poutine maintenant. Ce n'est plus Poutine, pas Poutine, c'est la Russie, guerre existentielle. Et si ça, on ne le voit pas, je pense qu'on est très, très mal parti pour une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale nucléaire, et pas juste nucléaire tactique, malheureusement. C'est ma conviction profonde. Poutine a son pays derrière lui désormais. Je ne sais pas s'il l'avait à ce point en démarrant la guerre, mais aujourd'hui, c'est toute la Russie qui est derrière son président. Voilà, donc vous avez entendu la réponse. Il y a un des présents aussi qui vient de poser une question. Il dit quel est le rôle pertinent que la Chine jouera dans le futur? La question qui vient d'être posée. C'est une bonne question, mais la Chine a déjà produit ce qui peut être une base de départ de négociation. Et cette même question, elle m'a été posée il y a un mois, Rachid. Et ma question était, jamais les États-Unis ne vont accepter un plan de paix qui provient de la Chine pour des raisons faciles à comprendre pour ceux qui s'intéressent à la géostratégie. Donc, clairement, la Chine a un rôle à jouer. Elle vient de le montrer en réconciliant l'Arabie saoudite avec l'Iran, les frères ennemis. Elle est capable aussi de contribuer dans ce dossier sur la guerre en Ukraine. Mais les États-Unis vont s'arranger pour que la solution ne vienne pas de la Chine. Ça, c'est indéniable. Parce que pour les États-Unis, ils n'ont jamais caché que pour eux, la Russie, c'est juste un hors-d'œuvre, juste l'affaiblir. Eux, le plat de résistance, c'est la Chine. Ils ne le cachent pas, que leur ennemi, c'est la Chine. Alors, ils ne vont pas laisser la Chine prendre le leadership dans ce dossier-là. Et donc, la Chine peut aider, elle le fait déjà, la Russie, mais je la vois mal avoir un rôle important à cause des États-Unis, encore une fois. Voilà pour la question posée. Voilà la réponse de Ben Haddadi. Je pense que voilà, je pense de bonnes questions ont été posées, un Et non, bon discours. Je laisse peut-être le mot de la fin à Rachid Ben Haddadi et puis elle va nous revenir. Nous sommes chanceux au niveau TQ5 de l'avoir parce que c'est quelqu'un, encore une fois, je le dis plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui maîtrise les deux mondes. Le monde occidental où il vit au Canada depuis plus de, je pense, 15 ans, quelque chose comme ça. Il a vécu en Russie, en Ukraine, 10 ans. Donc, on ne peut pas trouver mieux que Ben Haddadi pour nous éclairer davantage sur ce qui se passe dans cette zone du monde et qui pourrait malheureusement déboucher vers une escalade dans le monde entier pourra payer le prix. Donc, avant peut-être de laisser le mot de la fin, je viens de recevoir une question parmi les présents et bon, attendez, c'est qu'est-ce qu'il dit? Merci pour ces éclaircissements, ces explications quant aux trois scénarios. Aucun n'est rassurant. Voilà, c'est pas une question, c'est un commentaire. eh C'est ce qu'il a ben, dit Ben Haddadi, exactement. Ouais, ben, c'est ma sœur, hein, Ben Haddadi, qui vous donne ma conclusion. Malheureusement, c'est ça. ouais, Là, malheureusement, aucun n'est bon pour l'humanité. tout à C'est fait. parce on est dans une impasse totale. OK. On va croiser les doigts, Ben Haddadi, pour qu'il n'y aura pas l'escalade et que peut-être il y aura. Peut-être c'est ma question à moi. J'ai dit, est-ce que il n'y aurait pas un sage parmi tous ces puissants comme la Chine ou un puissant sage qui va peut-être essayer de modérer les deux belligérants pour calmer un peu les choses, d'après vous? Rachid, le mois passé, quand on a fait l'émission, Oui, j'ai expliqué que le narratif de victoire de l'Occident, tout comme le narratif de victoire de la Russie, ne sont pas définis. Et j'ai alors ajouté, un mois en arrière, qu'il y a peut-être à creuser comment réconcilier
les deux narratifs de victoire Ouais, des uns et des autres. Et j'avais ajouté, la solution, elle est à Washington et Moscou. Sauf que nulle part ailleurs, j'ai ajouté. Je maintiens ça. Et tant que ces deux ne se parlent pas, je pense que c'est illusoire de penser à notre solution. L'Union européenne n'existe pas. L'Union européenne, de facto, ils sont alignés avec l'OTAN, qui est l'outil des États-Unis. C'est un secret pour personne. ouais, Alors, autant le dire comme ça l'est réellement. La solution est à Washington et à Moscou. Il faut qu'ils se parlent. ouais, À défaut, il n'y aura pas de solution. tout à fait. Voilà, donc peut-être c'est votre dernier mot, à moins que vous voulez rajouter quelque chose d'autre, Rachid, pour clore notre rencontre. Euh, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre un commentaire. Ah oui, 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 c'est vrai. Il y a Ouais, Sohaib qui a dit merci beaucoup, docteur Rachid Ben Haddadi, pour tous ces éclaircissements. Et puis il y a une autre qui est Tina. Allez-vous rediffuser cette rencontre, M. Rachid? Bien sûr, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, ça, c'est du direct via la plateforme virtuelle Zoom, certes, mais à chaque fois, nous, après, qu'est-ce qu'on fait? On la diffuse directement pour qu'elle sera vue par un large public. Donc, c'était ça le commentaire, Rachid Ben Haddadi. Merci ok. encore une fois, docteur Ben Merci. Haddadi. Merci. ثاني ما تكنوا غادي قيم نار ارثورا وكذا كي لنا كاثورا ديال لا بلاتفورم كاين وكذا غدي والين سياغ غزات سوذ ما كاين ان تيكيو 5 كي سيان ملي دي ما والنظام دي سنت النظام نكذ بن حداد الا غني شدنا في منو كي لا قدران كير موس لوطون اون ديني قيمه ذي ثالوث